Salut les mecs, bienvenue pour cette deuxième partie. Donc voilà, je vous mets la partie 1 juste en haut à droite si jamais vous n'avez pas encore vu. Et sinon, n'hésitez pas les gars à nous soutenir parce que voilà, dans cette vidéo, on va traiter d'énormément d'informations pour récompenser la chaîne, le petit like, le petit follow, le petit commentaire. Ou sinon, il y a les petites souscriptions, que ce soit pour Twitch ou pour YouTube. Il y a même le Twitter et le Discord si jamais vous voulez des infos complémentaires ou tout simplement discuter avec la commune. Donc voilà les gars. Donc passons à l'analyse. Donc on va revoir un petit peu tout ce qui s'est passé dans le chapitre, en tout cas les éléments les plus importants. Et ensuite, on passera donc à l'élément le plus important tout à la fin, histoire de discuter un petit peu de tout ça, les théories qui vont derrière. Et du coup, on va apporter des informations complémentaires à ce qu'on a dit hier pour justement éviter déjà de se répéter et aussi faire en sorte de éliminer toutes les théories qu'on a dit hier et qui malheureusement on peut pas prendre sens étant donné que maintenant on a une direction par rapport à tout ça. Comme le fait que ça pouvait être, les cercles magiques pouvaient être un pouvoir du Bifrost, un peu à la Marvel. Et au final, on a vu que c'était pas ça. On hésitait entre deux choses et on voit clairement que c'est le même pouvoir que Im-sama. Donc let's go, c'est parti. On commence déjà avec les Vegapunk, Bonnie et du coup Lilith qui veulent rester à Elbaf. Donc voilà, c'est quelque chose qui, je pense, pourrait se passer. C'est quelque chose qui a même énormément de probabilité de se passer, même si j'ai l'impression que depuis que les chevaliers divins peuvent se téléporter directement sur Elbaf, je pense que ça va plus être un endroit sûr pour Lilith et qu'ils vont pas pouvoir rester définitivement sur l'île, même si c'est pas impossible. Je pense quand même qu'il y a un des Vegapunk qui va forcément rester. Bonnie et Kuma, potentiellement, ils pourraient rester. Que voilà, s'ils unissent tous leurs forces avec, par exemple, Loki libéré à la fin de l'arc, potentiellement qu'ils pourraient repousser les chevaliers divins. Même si je pense que les chevaliers divins viennent sur Elbaf, pas forcément pour Vegapunk, mais plus pour Luffy. Il faut savoir que Vegapunk, c'est trop de choses. Il a émis un message qui est potentiellement l'incident de Egghead. C'est le plus gros message jamais diffusé par rapport au siècle oublié depuis les 800-900 dernières années. Donc voilà, c'est assez important, je pense, et c'est une menace qui est beaucoup trop grande pour le gouvernement mondial. En tout cas, pour le Gorosei, c'est une certitude. Donc voilà pourquoi je pense que Vegapunk pourrait rester, mais peut-être pas le Stella. Peut-être Lilith pourrait rester, parce que voilà, Lilith, potentiellement, c'est plus facile de se camoufler, etc. Mais le Stella, j'ai l'impression que si c'est réellement Vegapunk, je pense que ça va être trop difficile de pouvoir le laisser sur Elbaf, étant donné que ce serait la cible principale du gouvernement mondial. C'est ce Vegapunk-là qui a décidé de révéler tout sur le siècle oublié. Donc voilà, vous comprenez que potentiellement c'est la plus grande des menaces, même si tous les Vegapunk, vous connaissez, sont une menace. Pour Bonnie et pour Kuma, c'était logique. Moi personnellement sur la chaîne on l'avait déjà dit, donc c'était quelque chose de logique, mais par contre c'est pas impossible qu'ils continuent à suivre les Mugiwara parce qu'ils ont besoin de fuir. Ça c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Le Ragnarok potentiellement arrive, c'est des choses qui pourront faire changer d'avis autant Lily que Bonnie que Kuma, tu vois. Donc voilà en tout cas pour Vegapunk et Bonnie à Elbaf. Et je dirais juste que voilà, Bonnie c'était logique, je vous l'ai dit les gars, pour une raison simple. Pour moi les supernovas sont pas faits pour rejoindre l'équipage des Mugiwara. Pour moi c'est impossible. Pourquoi les supernovas? Je pense qu'ils ont un rôle, ils ont été créés à un endroit très spécial de One Piece pendant Marineford, et je pense qu'ils vont avoir un rôle à la fin de One Piece. On sait qu'ils étaient tous présents avant d'aller dans le Nouveau Monde, au loin, en voyant un petit peu ce qui se passait entre Barbe Blanche et le gouvernement mondial à Marineford, quoi. Et du coup ils observaient tous de loin, et au final ils étaient bien présents à Marineford et sont tous partis ensuite dans le Nouveau Monde. Donc c'est pour moi des petits foreshadowing, des petits moments qui vont être tout simplement mis en parallèle avec la guerre finale du manga. Et cette fois-ci je pense que voilà, ils vont pas rester spectateurs, mais ils vont plutôt agir en fonction. Et je vois très bien toutes les supernovas rejoindre Luffy. Je le pense sincèrement, je pense que c'est vraiment possible. Donc voilà, ça c'est fait. On passe au deuxième point. Donc le lien entre Elbaf et le gouvernement mondial pourrait tirer son origine du siècle oublié. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a une potentielle chance que les chevaliers divins, s'ils arrivent à se téléporter directement dans Elbaf, c'est qu'ils ont soit des alliés sur place qui sont capables de les invoquer. Donc ça, c'est une possibilité. Donc potentiellement que voilà, les personnes qui ont tué le roi Harald, on ne sait pas tout à fait c'est qui, même si pour l'instant c'est Loki, potentiellement qu'il y a d'autres personnes qui ont fait un coup d'état dans le dos de tout le monde, en off, ce qui est très probable étant donné qu'on a vu ça des dizaines de fois dans One Piece. Donc je pense que soit c'est des personnes qui les ont invoqués, ou soit tout simplement ils peuvent être invoqués parce que les dragons célestes, peut-être que leur lieu d'origine, on sait que comme je vous l'ai dit, Warland peut être considéré comme l'ancien continent et Elbaf juste une extrémité plus haute que le reste, et qu'aujourd'hui Warland est à moitié submergé et qu'on l'appelle l'archipel, mais avant que c'était potentiellement un continent. Donc pour moi je pense que potentiellement les Tenryubito habitaient justement sur Elbaf, et c'est peut-être pour ça que le lieu paradis a été appelé ainsi, parce
parce que voilà, paradis, dragon céleste, dieu, divinité ont décidé de quitter Elbaf pour aller à un endroit beaucoup plus grand, beaucoup plus haut, qui est tout simplement Red Line. Donc ça pourrait expliquer le fait que les 2 chevaliers divins qui se sont téléportés ont réussi à être téléportés directement sur Elbaf. Donc ça, c'est une des choses qui pour moi peut être pris en compte parce que c'est quelque chose de logique, enfin peut-être pas de logique, mais en tout cas de probable. Donc voilà, on passe directement avec le roi Harald qui malheureusement nous a quittés. Donc voilà, le roi Harald, il y a beaucoup de mystères autour de tout ça parce que on dit que c'est Loki qui l'a tué, que ça a été un parricide, qu'il a été tué par son propre fils, que tout Elbaf le considère comme un ennemi, qu'il a été attaché pendant les 6 dernières années dans le monde souterrain, le monde des morts. Donc tout ça pour vous dire que vraiment Loki, il a tout pour faire un bon méchant, mais moi j'ai l'impression que non. Je vous le dis depuis déjà des mois et des mois. En plus de ça, on a des éléments dans le chapitre qui vont dans ce sens-là. Comme par exemple le fait que Mossa trouve qu'il dit beaucoup de mots effrayants, mais qu'au final ce soit quelqu'un de bienveillant. Le fait déjà qu'il ait des discussions avec quelqu'un, qu'il ait ce petit côté protecteur, qui dise voilà, j'aurais été là, je les aurais tous tués pour toi. Tu vois, c'est quelque chose qui est assez intéressant, que j'aime beaucoup. Et au final, ça montre un petit peu que Loki est pas si méchant que ça. Par contre, ça veut pas dire qu'il a pas tué son père. Il pourrait y avoir des centaines et des centaines de raisons pour lesquelles il tue son père. Donc c'est quelque chose qu'il faut garder en tête et se dire que potentiellement son père a été, je sais pas, envoûté, j'en sais rien, tu vois, il y a des choses qui peuvent être manipulées, tu vois, il y a des choses qui, peut-être que son père voulait faire d'Elbaf une terre un petit peu de paix, mais qu'au final, il serait prêt à abandonner la culture même d'Elbaf et au final mettre en danger tout simplement Elbaf. Donc c'est peut-être aussi ça qui a fait en sorte que Loki tue son père, mais ça voudrait dire que potentiellement il soit méchant. Donc je pense que c'est quelque chose qui est tout simplement du domaine de la manipulation ou quelque chose dans le genre. Ou tout simplement, comme on l'a déjà dit, un coup d'état dans l'ombre avec une personne qui aurait fait porter le chapeau à Loki. Et je vois très très bien la scène parce que c'était il y a 6 ans, donc Loki était un peu plus jeune. Je vois très très bien une personne tuer le roi Harald dans le dos avec un couteau dans le dos et Loki passe comme ça au même moment. Il est là, il dit papa, qu'est-ce qui t'arrive et tout. Il arrive, il court, il prend son père dans les bras et les gardes qui arrivent au même moment en mode mais non, Loki, il a tué son père. Je savais que c'était un méchant. Vous avez capté, donc c'est quelque chose qui est très probable étant donné que voilà, c'est une mécanique qu'on a déjà vu énormément de fois. Donc à voir si ça va être réutilisé, à voir si ça va être différent, mais en tout cas c'est quelque chose qui est ultra probable. Loki gentil, théorie validée, la mort du roi Harald potentiellement par quelqu'un d'autre, Mossa, personnage potentiellement féminin qui peut-être connaît des choses sur ce qui s'est passé avec le roi Harald et c'est peut-être la raison pour laquelle elle parle à Loki, que ça c'est des choses qu'il faut bien garder en tête et je pense que voilà, si elle parle à Loki c'est parce que tout simplement elle l'aime bien et si elle l'aime bien et qu'elle s'intéresse à lui, c'est potentiellement qu'elle est au courant, hein. Peut-être la fille d'une gouvernante, la fille de quelqu'un qui était présent dans le château, ça c'est quelque chose qui est vraiment probable, une amie d'enfance, etc., etc. Donc voilà, tout ça qui va dans le sens de Loki gentil, je suis assez content. On continue avec la dernière information, la plus grosse, la plus importante, celle qui va faire parler le plus. Je parle bel et bien de Shanks, ou en tout cas son frère jumeau, son clone, le fameux chevalier divin qui est venu en téléportation tel un Gorosei via un cercle magique, un pentagramme démoniaque, et cette personne pourrait tout simplement être un Fig Garland d'une puissance colossale. Donc déjà on va parler des pouvoirs, etc., et après on parlera du power scaling au niveau de sa puissance et ce qu'il pourrait faire. Donc premièrement, il est arrivé dans un cercle magique non numéroté, donc voilà, ça veut dire qu'il fait pas partie des conseils des 5 étoiles, il fait pas partie tout simplement des Gorosei, ce qui est logique, ce qu'on sait éperdument, mais ça montre un petit peu la hiérarchie qu'il y a et le contrôle Kim-sama a sur Gorosei, sur le gouvernement mondial, les chevaliers divins, etc., etc. Donc ça c'est assez intéressant. Du coup ça voudrait dire que les 5 Gorosei sont les personnes avec la plus haute autorité et qui sont en contact direct avec Im-sama. Et du coup Im-sama partage potentiellement son pouvoir avec eux pour pouvoir arriver à ses fins. Ensuite on aurait les chevaliers divins qui pourraient emprunter certains pouvoirs, emprunter par exemple le fait de pouvoir se téléporter pour pouvoir agir, on va dire passer à l'action, on va dire pour pouvoir passer à l'action. Pourquoi? Parce que pour moi le Gorosei c'est ceux qui vont décider, c'est ceux qui vont orchestrer, qui vont déplacer les pions sur l'échiquier et les chevaliers divins sont plutôt les pions qui vont être déplacés avec la marine. Donc c'est une autorité qui obéit uniquement à Im-sama et qui obéit à aucune autre loi. Tu vois, la marine elle est là pour le monde entier, pour défendre les pays, etc., etc. Alors que les chevaliers divins sont là vraiment comme garde sacrés, comme garde royale, tu vois. Et du coup, ces personnes-là se diffèrent. On pourrait dire que la marine c'est la police, on va dire. Et par exemple en Angleterre, on a la reine d'Angleterre, et ben la garde royale c'est tout simplement les chevaliers divins. Faut le voir un petit peu comme ça. Et du coup, la garde royale, la garde divine, les chevaliers divins, eux vont être dépêchés sous ordre direct avec une autorité supérieure à celle de la marine dans tout simplement tous les conflits, toutes les choses auxquelles Im-sama aura décidé de faire en sorte qu'ils participent. Donc quand on a
ça en tête, on peut assez facilement comprendre que cette personne qui est potentiellement le frère de Shanks, potentiellement le fils de Garling, potentiellement même un clone, hein, je vous l'ai déjà dit, il y a plusieurs théories qui tournent, et pour moi, les principales, celles que je favorise, c'est clairement que ce soit le frère de Shanks, le frère jumeau de Shanks, que ce soit un clone de Garling ou un clone de Shanks, ça c'est quelque chose de totalement possible. Pour moi, c'est peut-être Garling, peut-être que Garling n'a pas d'enfant, peut-être que Garling, il a tout simplement décidé de se cloner en plusieurs fois, et que du coup, c'est ce qui fait de lui quelqu'un de surpuissant. On a vu Saturne connaître un petit peu la lignée des filles Garland, pas que Saturne, d'ailleurs le Gorosei en entier, et au final, ils savent très bien que cette lignée est très importante, donc ça ne m'étonnerait pas qu'ils essayent tout simplement de le cloner pour faire quelqu'un, pour créer quelqu'un de très très puissant. Donc ça c'est une chose. Donc voilà, au niveau de leur apparition et de leur intérêt, moi je pense que voilà, comme je vous l'ai dit juste avant, potentiellement qu'ils pourraient avoir un lien avec Elbaf. Est-ce que c'est un lien avec le gouvernement d'Elbaf? Est-ce que c'est un lien avec la terre d'Elbaf? Parce que voilà, ils sont originaires de cette terre. C'est des choses qu'il faut prendre en compte et pas écarter pour l'instant parce que c'est les choses les plus probables. Ensuite, pour terminer, je dirais que ce fameux Shanks, ce fameux faux Shanks, il y a énormément d'interrogations. Premièrement, comment le peuple d'Elbaf va réagir à l'apparition du faux Shanks? Tout le monde va le prendre pour Shanks, tout le monde va se poser la question. Seules les personnes qui sont très très proches de lui pourraient deviner que c'est pas vraiment le vrai Shanks. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'il pourrait être accueilli en héros à Elbaf à la place de Shanks, alors que c'est pas du tout Shanks. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête parce que ça se trouve, il va pas être accueilli en ennemi, mais plutôt en héros. Tout ça parce qu'il a la même tête que Shanks. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que au final, ça pourrait faire en sorte de mettre les habitants d'Elbaf contre les Mugiwara. Parce que si Shanks dit que les Mugiwara sont mauvais, forcément, les habitants vont commencer à plus prendre le parti de Shanks que le parti des Mugiwara. Ensuite, on sait très bien que Shanks est une personne reconnue, c'est le territoire de Shanks, donc personne s'y approche, mais il y a aussi le fait que là, le gouvernement mondial vient tout simplement d'entrer dans le territoire d'un empereur. Donc là, il y a des conséquences qui pourraient être dramatiques sur le plan mondial. C'est-à-dire que le gouvernement mondial et Shanks pourraient potentiellement rentrer en guerre ou commencer les premiers affrontements pour une guerre future. Ça peut être le déclenchement de la guerre finale de One Piece parce qu'on a une introduction illégale sur le territoire d'un empereur par le Gorosei. Donc est-ce que Shanks va accepter? Est-ce que Shanks va découvrir? Est-ce que le faux Shanks va faire des choses abjectes s'il tue des gens là-bas? C'est carrément incident diplomatique et guerre ouverte. Mais je pense que justement, il va être très discret et qu'il va faire en sorte de tout faire dans l'ombre pour éviter justement ça. D'ailleurs, je pense que les chevaliers divins, quand ils sont envoyés, c'est justement pour que les gens ne soient pas repérés. S'ils envoient la marine en tête à tête, c'est fini pour la marine. Guerre ouverte, Shanks attaque, etc., etc. Même si Shanks, pour moi, il n'a pas un pouvoir gigantesque dans le sens où son côté empereur fait que lui et son équipage sont très très puissants, mais en termes d'armée, en termes de puissance globale, c'est assez compliqué de se friter avec des grosses armées comme celle du gouvernement mondial ou celle de la marine. Mais par contre, jamais il laissera passer ce genre de choses. En 1v1, je pense que Shanks, il va être très très vénère. Ensuite, il y a le côté power scaling, et on s'arrêtera sur ça aujourd'hui. Les gars, le power scaling, donc ça veut dire que là, il y a une personne qui a les mêmes gènes que Shanks, et on sait que les filles Garland sont forts grâce à leur race. C'est pas juste pour ça. C'est pas ce qui fait leur puissance maximale, mais c'est ce qui fait leur puissance de base. Donc là, on a un fille Garland. Déjà, on a vu que Garling était très très fort. On sait que Barbe Blanche a dit cette tête me rappelle quelqu'un. Donc, est-ce qu'il parlait des chevaliers divins? Est-ce qu'il parlait de Garling? Ça, c'est encore des choses qu'il va falloir prendre en compte et répondre. Tu vois, ça, c'est des phrases qui maintenant ont beaucoup plus de sens aujourd'hui grâce aux dernières révélations. Donc, potentiellement que Warland, donc elle s'appelle Warland parce que voilà, c'est la contrée de la guerre, et ben pourrait tout simplement être l'endroit où débute la guerre finale de One Piece. Et du coup, on aurait un Shanks ultra puissant, potentiellement l'une des personnes les plus fortes du monde, peut-être l'homme le plus fort du monde actuellement. Je pense que là, il est en concurrence avec Barbe Noire et Luffy, sans compter Im-sama, etc., etc. Et de l'autre côté, on a un homme qui a les mêmes gènes, qui a potentiellement un pouvoir similaire, peut-être supérieur, c'est pas impossible. Pourquoi supérieur, les gars? Parce que, comme je l'ai dit hier, les gars, oubliez pas qu'il a ses deux bras. Il a ses deux bras. C'est une personne qui utilise une lame qui ressemble étrangement à celle de Garling, donc ça doit être des lames très très connues et très très puissantes. Donc voilà, tout ça pour vous dire que le level Yonkou peut être attribué assez facilement à ce Fig Garland qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Shanks, parce que voilà, je pense que c'est quelque chose qui devait arriver. Et cependant, ça questionne sur le pouvoir de Garling, et ça questionne aussi sur le pouvoir du reste du Gorosei. Quand on a vu leur performance et tout, on peut supposer que là, il y a vraiment beaucoup de level Yonkou, et dans tous les cas, on a, comme je vous l'ai dit, du côté de Luffy, minimum 3 level Yonkou, et à la fin de l'œuvre, il y en aura beaucoup plus, parce que Zoro va aspirer à être level Yonkou
ce qui est logique, et potentiellement d'autres personnes pourront rejoindre un petit peu ce level à la fin de l'œuvre. Donc on sait qu'il y a Dragon, on sait qu'il y a Shanks, on sait qu'il y a Luffy, donc voilà, il faut au minimum 3 levels Yonko dans le gouvernement mondial, et je pense qu'il y en aura beaucoup plus, parce que je vous ai parlé de Zoro, je vous ai parlé d'autres personnes qui pourraient atteindre ce level, donc vous inquiétez pas, à la fin, le level Yonko sera vraiment quelque chose de très très cohérent, parce que c'est quelque chose qui va arriver très souvent. Déjà, on a des Yonko, donc il faut des ennemis Yonko, vous avez capté, tout simplement. Donc voilà, tout ça pour dire que ce faux Shanks, peut-être que c'est une pâle copie, c'est pas impossible, mais je pense que si Oda a utilisé cette tête, utilisé ce côté Figarland, c'est justement pour mettre en valeur le fait que voilà, Luffy n'est à l'abri de rien. Et je terminerai sur cette phrase. Je vous ai dit les gars, depuis que Luffy a battu Kaido, beaucoup de personnes pensaient que Luffy allait rouler sur le monde, que ça allait être un pirate respecté, qu'il allait devenir badass et tout. Non, ça se passe pas comme ça. Luffy restera le même idiot qu'on a vu depuis le début de l'histoire, malgré le fait que en 1v1 à la fin de l'histoire, personne ne pourra le prendre au sérieux à part l'ennemi de fin, tu vois. Et comme je vous disais, c'est pas parce qu'il a battu du Kaido que à Egghead, ça va être tranquille, tu vois. C'est impossible. Pour moi, il faut que Oda réussisse à rajouter ce côté de tension et à faire en sorte que Luffy soit à chaque fois, entre guillemets, entre la vie et la mort. Et il a très bien réussi avec l'apparition des 5 Gorosei. Et là, à Elbaf, ce sera exactement la même chose. Il faut quand même qu'il y ait des ennemis dignes de ce nom pour pouvoir concurrencer un petit peu le pouvoir de Luffy. Et pour moi, c'est logique que ça arrive parce que là, on voit clairement, on a un Figarland qui arrive, donc voilà, les chevaliers divins qui apparaissent enfin. Et je pense que ça montre un petit peu l'importance de Luffy et la dangerosité auquel le monde, enfin, je dirais plutôt le gouvernement mondial pourrait lui attribuer. Donc voilà en tout cas pour le côté power scaling, etc., etc. J'espère que j'ai bien détaillé tout ça. De toute façon, dans tous les cas, comme je vous ai dit, il y aura le chapitre dans 2 jours. Donc je reviendrai pour détailler tout ça avec les images, parce qu'il y a encore pas mal d'images, enfin, il y a encore pas mal de détails en images qui pourraient nous aider, hein. Donc voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé ce petit live. Voilà, le fait que ce soit Shanks déjà est éliminé. Hier, j'ai dit que ça pourrait être Shanks, mais en vrai, j'y croyais pas une seconde, mais c'est pas impossible. Tu sais, Oda, il peut nous surprendre en mode, peut-être c'est Shanks, et au final, on savait pas, tu vois, c'est pas impossible. Et même aujourd'hui, c'est pas impossible, mais là, le fait qu'il utilise l'éclair noir de Im-sama, le fait... Non, frère, là, il y a tellement peu de chances que ce soit lui. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas à mettre votre meilleure théorie. Et si jamais vous voulez soutenir la chaîne, vous connaissez les petits likes, follow, petits commentaires. Et vous avez aussi les souscriptions pour pouvoir participer de manière financière. Merci à tous ceux qui le font, parce que voilà, je vous vois et ça fait trop plaisir. Et sinon, vous connaissez les gars, vous avez le Twitter, le Discord pour avoir accès au spoil, pour avoir accès à des informations complémentaires, des nouveaux mangas avec plein de choses, les gars. N'hésitez pas à regarder, il y a beaucoup de choses. Donc voilà, merci beaucoup, n'oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece, et on se capte très vite.